jamais eu meilleur président depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi est le meilleur président de tous les présidents. Les opposants démontrent que Tshisekedi viole la Constitution. Il veut même changer la Constitution. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, quelqu'un qui doit arriver d'ici là au fin mandat? Ça, c'est le dernier mandat selon la Constitution en vigueur. Mais en réalité, c'est une Constitution de l'étranger. Ça ne nous ressemble pas, ça ne nous représente pas. Nous avons besoin d'une Constitution que nos constitutionnalistes vont faire, qui représente le peuple congolais, avec nos réalités. Et nous ne voulons plus qu'un étranger prenne le pouvoir chez nous. Pas que cela peut encore provoquer beaucoup d'autres crises, alors qu'aujourd'hui... Quelle crise? La démocratie, c'est la voix de la majorité. Ce n'est pas seulement l'opposition. La majeure partie de la population veut changer cette Constitution-là. Et nous allons la changer. Qu'ils appellent Sarkozy, qu'ils appellent Macron, qu'ils appellent Biden, ils peuvent appeler qui qu'ils veulent, mais cette constitution sera changée. Nous voulons notre constitution. On ne veut pas une constitution où c'est écrit noir sur blanc que nous pouvons céder une partie de notre territoire aux étrangers et ainsi de suite. Nous refusons ce genre de constitution. Nous voulons faire une constitution qui va garantir l'intégrité territoriale de notre pays et qui va nous donner notre fierté et qui fera en sorte que l'appareil de l'État puisse fonctionner aussi rapidement. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a à voir avec Jacques Ndala? Non, qu'on se dise un peu la vérité. Tous les jours ici, Moïse Katumbi fait l'apologie du tribalisme. Est-ce qu'il est inquiété? Il a été arrêté? Non, il n'a pas été arrêté. Pas plus qu'hier, il a même dit que non, si Mazembe n'a pas reçu l'argent, c'est parce que tout simplement, Mazembe est une équipe katangaise. Donc ça veut dire que Mazembe est devenu une affaire de tribu, une affaire de province. Ce n'est plus une équipe comme Motema Pembe ou Vita. Vita. Si Vita ne reçoit pas l'argent, Vita va dire quoi? C'est parce que je suis de telle tribu ou ceci. Donc Mazembe aujourd'hui a une tribu. Ça veut dire que c'est des gens comme ça. Ça, c'est l'apologie du tribalisme. Oui, lorsque Moïse Katumbi dénonce le fait que ça fait maintenant plusieurs années que son équipe n'a pas bénéficié de l'aide de l'État congolais. Ça, c'est une vérité. Hein? Mais est-ce que c'est parce que Mazembe est au Katanga? Donc ça veut dire que Mazembe, aujourd'hui, Mazembe, c'est une équipe qui est du Katanga. Il n'y a pas d'autres équipes au Katanga. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre le sport et le tribalisme, le mettre ensemble? Même si Lupopo a bénéficié de l'aide de l'État et que Mazembe n'a pas bénéficié de l'aide de l'État, ok, s'il y a un problème politique, par exemple, est-ce qu'il faut assimiler ça au tribalisme? Non. Mais lui n'a pas parlé de tribalisme. Oui, mais c'est ça, c'est le tribalisme. Il l'a dit d'une manière qui est beaucoup plus voilée. Il dit si je m'appelais Katumba, cela n'allait pas arriver. C'est parce que tout simplement, on est au Katanga. Il a voulu, donc c'est des pensées séparatistes. C'est chercher la victimisation parce que je suis Katangais, c'est à cause... Mais écoutez, qui a été ministre du sport? C'était Kaboulou Mona Kaboulou. Et avant Kaboulou Mona Kaboulou, c'était qui encore? Si moi, j'étais le président Tshisekedi, il serait interpellé. Ah bon? Ah oui, il serait interpellé. Pour avoir fait une simple déclaration comme ça? Ce n'est pas une simple déclaration, c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons même à l'Assemblée nationale, on a des gens qui ont été votés là-bas à l'Assemblée nationale, qui ont fait l'apologie du tribalisme. Mais aujourd'hui, au Congo, ok, pourquoi Serge Koutini, Kikouni plutôt, a été, lui, appréhendé? Mais ils sont nombreux. Ceux qui fustigent juste un seul peuple. Si quelqu'un sort là-bas, il fait sa bêtise, qu'on le condamne lui, mais qu'on ne condamne pas toute une tribu à cause d'un individu. C'est le spectacle même que les Kassaïens en question offrent à la nation. Vous avez une TikTokeuse là qui a été arrêtée, Marie Antoumba, qui est en conflit avec Israël Mutombo. Vous avez Denise Mukendi en conflit avec Jacques Ndala. Pero Louara de l'autre côté avec la dame la Bibi Kapinga. Vous avez un dinosaure qui est aux États-Unis. Ce sont toujours les Kassaïens qui s'insultent, qui font la honte. Vous tolérez ça? Moi, je ne peux pas parler d'eux en termes de Kassaïens. Ils sont citoyens congolais. Ils pouvaient être Mungala, ils pouvaient être Moussoaïli, ils pouvaient être Katangais, mais malheureusement, ils sont Kassaïens. Qu'est-ce que ça a à voir avec la tribu? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Kassaïens? Ils n'engagent pas tous les Kassaïens, ils n'engagent pas tous les Balouba. Non. Si vous avez un monsieur comme par exemple Louara, dont vous avez cité là-bas, il a toujours été journaliste, il a toujours fait des histoires. S'il a un problème mental, s'il a un problème de ceci, est-ce que vous voulez mettre ça sur toute une tribu? On voit aujourd'hui les spectacles au sein de l'église, des pasteurs de l'église de réveil ou du mouvement de réveil qui aujourd'hui font la honte de cette église. Ils sont à la base des scandales, ils dénoncent des choses à longueur de journée qui humilient l'église. L'apostasie n'est pas propre au Congo. Les Congolais aiment trop être dans les émotions. C'est pas propre aux Congolais. Ah bon? Au Nigeria là-bas, il y a des faux miracles. Les affaires des faux miracles, les pasteurs congolais c'est d'ailleurs des petits joueurs. Ah bon? Au Nigeria, les Nigériens sont très loin dans ce domaine-là. Oh. Il y a même la location des aveugles, la location
des boiteux, l'allocation des sourds muets. Au Nigeria? Au Nigeria, au Nigeria. Donc c'est terrible. Aux États-Unis, il y a des grands bandits aussi qui sont là. Ce n'est pas propre aux Congolais. Allez regarder les Ghanéens, allez regarder les Nigériens. Même au Ghana aussi? Au Ghana, pourquoi il y a beaucoup de prophètes au Ghana? Pourquoi il y a beaucoup de prophètes aussi au Nigeria? Il y a du vrai et il y a aussi des faux. C'est la même chose aussi au Congo. Il y a du vrai et il y a aussi du faux. Et là où il y a du vrai, on ne pourra pas. Vous trouvez ça normal? Mais écoute, comment vous dites qu'on ne pourra pas empêcher tout ça? Comment vous dites ça? C'est quand même grave. Oui, on ne pourrait pas empêcher parce qu'il faut que l'apostasie arrive. À un moment donné, on ne peut pas empêcher. Donc c'est biblique? C'est biblique. Ah bon? Oui, c'est biblique. On ne pourrait pas empêcher ça. Tout le monde ne sera pas saint. Non, mais nous pouvons limiter les dégâts. Que faut-il attendre du sommet de l'Église organisé au mois d'octobre en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa? Là, c'est le premier thème qui sera abordé dans cette émission, mais le deuxième, c'est cette République démocratique du Congo sombre-t-elle déjà dans un régime dictatorial avec le président Tshisekedi? Voilà, nous allons parler de tous ces sujets-là. Nous parlerons... un mot sera placé, bien entendu, sur qui secoue l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est les déclarations d'un conseiller officieux de Sarkozy, l'ex-conseiller officier de Sarkozy, Robert Bourgi, qui a dit des choses sur les élections présidentielles qui étaient organisées en Côte d'Ivoire il y a plus de 10 ans maintenant. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ces grands hommes de Dieu. Il s'appelle bien le révérend Paul Mukendi. Il est homme d'affaires, écrivain, homme d'église. Et c'est avec vraiment un grand honneur que nous allons recevoir cet homme de Dieu sur ce plateau. Révérend Paul Mukendi. Bonjour Charles. Vraiment, ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. On a fait beaucoup de bouquins. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets que je venais d'énumérer ici. Commençons d'abord par cette histoire, cette déclaration qui a secoué l'Afrique. C'est un ancien conseiller officieux de Nicolas Sarkozy qui a fait une déclaration grave sur les élections qui s'étaient passées en Côte d'Ivoire. Je crois bien que c'était en 2010, si ma mémoire est bonne. Il a dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections et non l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Et qu'à l'époque, comme Sarkozy ne voulait pas que Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il avait décidé carrément de mettre fin à la vie de Laurent Gbagbo. On sait ce qui s'est passé, beaucoup de morts en Côte d'Ivoire, la guerre qui a eu lieu là-bas. Finalement, Gbagbo arrêté, envoyé à la CPI. Lorsque vous avez suivi le révérend Paul Mukendi, vous qui êtes considéré par certains comme étant Martin Luther King, un pasteur anti-impérialiste, anti-occidentaux, lorsque vous avez suivi cette déclaration sur France 24, quelle était votre réaction? C'est un gros scandale, un très grand scandale. Je pense que la question qu'il faut se poser d'abord aujourd'hui, c'est de savoir, c'est dit, on comprend comment ça se passe, comment toutes ces nations qu'on considère comme étant civilisées, démocratiques, en réalité, c'est une démocratie des pacotilles, une démocratie des médias. En fait, ils ne sont pas démocrates. C'est tout simplement pour la forme, les médias, les affaires, les ceci. Démocrates chez eux, bien entendu. Chez eux, non. Ils ne sont pas démocrates même chez eux? Non. Ils ont trouvé des conventions, comment vivre. Ils se sont déjà arrangés, comment on peut faire les choses, comment on peut organiser les affaires. Comment un démocrate peut-il aller chasser un pays qui a un président qui a été démocratiquement élu? C'est des voyous. Je vous ai toujours dit que la France, l'Amérique, l'Angleterre, c'est des États voyous.
Et regardez la violence avec laquelle ils ont chassé Laurent Gbagbo. La violence, il y a eu des morts. Et le monsieur a passé 10 ans de sa vie en prison comme ça. Bon, ok, il est sorti de la prison. Aujourd'hui, nous connaissons encore la vérité. Est-ce que Sarkozy va-t-il aller à La Haye? Est-ce que Ouattara va-t-il aller à La Haye? Parce qu'il y a un coupable, il y a eu des morts. Si Gbagbo n'est pas le coupable, alors aujourd'hui, nous connaissons le coupable, c'est Sarkozy, avec Ouattara, qui ont tué les gens en Côte d'Ivoire. Non, mais Ouattara était candidat. Où est son problème là-bas si il a été proclamé par des institutions légalement établies? Il n'a pas été proclamé par les institutions, parce que la Cour constitutionnelle avait proclamé Laurent Gbagbo comme étant gagnant, comme gagnant des institutions, et plutôt des élections, et comme étant président élu. Mais la commission électorale là-bas n'avait pas proclamé... C'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Et d'ailleurs, la commission électorale, ils ont enlevé l'ambassade de la France et des États-Unis avait enlevé le président de la commission électorale. Et c'est dans leur QG qu'il ira proclamer que Ouattara a gagné les élections, ce qui était faux, parce que la Cour électorale... Comment vous pouvez imaginer que c'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot? Ils ont proclamé, et Sarkozy qui dit « je veux le vitrifier ». Alors, écoutez, c'est fort. Et on a vu tout ce qui a suivi. Il a été humilié. Humilié, le montrer en cinglé, il était là en camisole, on l'a filmé, lui et son épouse, et on les a amenés jusque-là. Et on comprend, aujourd'hui nous avons les mêmes affaires. Nous avons Kagame qui est leur bras ici en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de sanctions et il n'a jamais été poursuivi. Or, nous avons vu Vladimir Poutine, on l'a donné un soi-disant mandat d'arrêt international, tout simplement en disant qu'ils ont pris des enfants ukrainiens. Mais les plus de 10 millions de morts au Congo, avec un Kagame qui se promène partout dans le monde, il n'y a rien qui est fait. Ils ont bombardé en Irak, ils font tout ce qui leur semble bon. Il faut que les Africains comprennent que ces gens-là ne nous aiment pas, c'est des voyous. C'est vraiment des voyous. Mais malheureusement, les Africains ne comprendront toujours jamais rien. Lorsque Laurent Gbagbo, Robert Bourgi dit que Laurent Gbagbo avait sollicité la bonne grâce de Nicolas Sarkozy. Et il est parti, il a commencé d'abord par dire que c'est lui qui avait financé l'élection de Chirac. Hein. Ouais. Il avait la campagne de Chirac avec 3 millions de dollars. Ouais. C'est scandaleux. Donc ça veut dire que on comprend par là que les chefs d'État africains, en réalité, ils font la volonté des impérialistes. C'est ce que vous avez compris? Mais oui. Mais oui. C'est comme ça. Et le gars va aller même lui dire, ok, dis, tu appelles. C'est même pas lui qui t'appelle au téléphone. Hein. Il dit, bon, tu es ami à Gbagbo, va lui dire de déposer. Et ok, on va lui donner ceci, on lui donnera cela. Dans un pays étranger. Le gars, il est à Paris. Il décide comme ça et un coup de fil, on t'appelle et on te dit, écoute, désormais, tu abandonnes, tu ne seras plus président, et ainsi de suite. C'est pas même un échange téléphonique entre président et président. Non, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Aucun. Envers l'Afrique noire. Aucun respect. Alors ça n'existe pas. Soit tu joues leur danse, et tu es un bon élève, on t'acclame, tu passes sur TV5, sur France 24, sur leurs médias, sur LCI, on parle de toi, et ainsi de suite, mais ta population est en train de souffrir, est en train de pleurer. Mais si tu aimes ta population et tu refuses de te soumettre, mais là, ils t'éjectent. C'est comme ça qu'ils font. Alors, est-ce que, pensez-vous que ce monsieur-là, Robert Bourgi, était sincère dans tout ce qu'il disait? Est-ce qu'il n'y a pas un complot contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, alors que Ouattara est dans son 3e mandat et que peut-être qu'il est à la fin? Est-ce que ce n'est pas un jeu finalement de la France pour envoyer déjà un message à Ouattara que c'est fini déjà pour toi? Il prépare déjà un autre scénario? Oui. Pourquoi le dire maintenant? C'est la question. Pourquoi le dire maintenant? Et deuxièmement, il est reçu sur les grandes chaînes. France 24, TV5, il y a le Figaro qui en parle, tout le monde en parle. Nous connaissons ces gens-là. Quand ils n'aiment pas le message, ils vont censurer. Tu ne vas passer nulle part. Ah, on sait comment ça fonctionne. Tu ne vas pas passer sur France 24, tu ne passeras pas. Tu vas rester dans les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, et ainsi de suite. Mais là, on le reçoit, il parle, on dirait qu'il y a quelque chose qui est visé.
Mais dans son discours, ce n'est pas faux. Parce que si vous pensez qu'il a été sincère dans ce qu'il a dit? Mais si c'est faux, Babo est vivant. Est-ce que vous comprenez? Babo est vivant. Il a cité des chefs d'État qui sont encore en vie. Il n'a pas parlé juste de la Côte d'Ivoire. Babo est vivant. Ouattara est vivant. Le président Laurent Gbagbo devait démentir pour dire non, ça ne s'est jamais fait comme ça. Non, c'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge. Denis Sassou Nguesso est vivant. Il a cité des chefs d'État. Mais qu'ils aillent démentir. Et puis, le gars, il a même des archives. Hein? Il a mis les archives même dans son livre. Il en a, il garde des... C'est un avocat. C'est pas un petit monsieur, c'est un avocat. Mais il peut utiliser ça pour des fins politiques. On ne sait pas. Mais parler de ça maintenant, après autant d'années, est-ce que ce n'est pas un message fort à envoyer à Alassane Dramane Ouattara? Oui, je pense que, est-ce que c'est contre Ouattara ou bien contre De Villepin aussi? Où il y a aussi Sarkozy qui a été cité. Mais De Villepin, ces temps-ci, il s'est fait donneur de leçons sur la scène internationale, à Macron et aux autres, tout ça, ainsi de suite. Il est devenu très populaire en France, là, quand il parle. Est-ce que, parce qu'on l'a beaucoup cité dans cette histoire, c'était lui qui était l'homme à tout faire de Jacques Chirac, qui était cupide en passant. Le grand Chirac, qu'on nous vend comme étant le grand président, mais le monsieur aimait le pognon comme pas possible. Donc, c'est un scandale. Donc, il montre un visage qui n'est pas vrai, mais en réalité, c'est en Afrique qu'ils s'enrichissent. Et à qui est-ce qu'ils ont voulu adresser le message? Est-ce qu'à Alassane Ouattara? Pour moi, si je suis Ouattara, je laisserai le pouvoir calmement, parce qu'il y a déjà un message très fort. Mais est-ce qu'ils vont les laisser en paix? Parce qu'il y a lui et Sarkozy qui ont tué des gens là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça l'attend après son mandat? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous pensez que ça peut être aussi un message à envoyer à Ouattara qu'après son pouvoir, peut-être qu'il sera arrêté pour ce qui s'est passé? Ils sont champions. Ils sont champions en manipulant les gens. C'est de la manipulation. Hein? Ils sont champions. Surtout quand ils utilisent les médias, ils sont champions en manipulant. Parce que c'est un dossier qui est là. Ce dossier ne va pas mourir. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont allés en prison. Et puis, on a trouvé que ils n'étaient pas coupables. Ils ont été relâchés. Mais les morts existent. Maintenant, qui a fait que ces morts-là, ces gens-là puissent mourir? Bon, il y a eu Ouattara qui était comme acteur, et il y a eu aussi Sarkozy qui était un grand décideur. Et il s'est présenté avec Ouattara disant qu'ils ont des liens très forts, même des liens de famille, des liens de ceci, et ainsi de suite. Bon, écoutez, c'est lui qui l'a placé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce scandale n'est pas aussi une façon de faire peur aux présidents africains qui peut se montrer un peu têtu envers les Occidentaux, envers tous ceux-là qui se présentent, qui se croient maîtres du monde? Ah oui. C'est un message très fort pour dire que si tu essayes de résister, nous allons te faire sauter. Écoutez, regardez comment est-ce qu'ils ont fait sauter Kadhafi. Ils ont bombardé un pays souverain. Ça, c'est Sarkozy, encore une fois. Hein? Sarkozy. Il avait une mission. C'est pourquoi Robert Bourgi dit, il dit que j'ai un mandat. Il va partir. Je vais le vérifier. Alors, il a fait tomber Laurent Gbagbo. On a bombardé un palais présidentiel. Bombardé sérieusement. Avec la population qui voulait être là comme bouclier, protéger leur président. Allez, il y avait... En violation du droit international. En violation. Donc là, il n'y a pas le droit international là-bas. Ils ont bombardé. Droit de l'homme et tout ça, il n'y en a pas. Kadhafi, ils ont bombardé. Il avait, je pense que les gens comme les autres présidents, comme Paul Biya, ils ont été chanceux parce que le gouvernement avait changé. Sarkozy est parti et c'est François Fillon, et plutôt François Hollande qui a pris le pouvoir. C'était ça sa chance. Mais sinon, Sarkozy, écoutez, en ce temps-là, c'était compliqué. C'était compliqué. Monsieur voulait faire... c'est lui qui est venu même nous dire aux Congolais en face que non, nous devons partager nos richesses. Tout à fait. Donc, en face, là. Donc, le gars ne se gênait pas. Il se croyait tout puissant. Tout puissant. Mais il faut... On voit que même la Cour internationale, la Cour pénale internationale, c'est du n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi. Oui, je ne sais même pas pourquoi les Africains sont là-dedans. C'est du n'importe quoi. Un monsieur comme Sarkozy ne serait pas libre. Un monsieur comme W. Bush ne serait pas libre en train de se promener. Donc, tous ces gens-là, regardez aujourd'hui, tous ces vieux-là, ils souffrent de l'Alzheimer. Il a un problème mental, Biden.
Il met le feu à la planète. Le feu, alors. Nous frôlons, nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais non, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il vous prend des décisions, il provoque là, il parle de l'Ukraine, mais en réalité, non. Et il a des pertes de mémoire incroyables aujourd'hui. Il n'est pas vraiment en capacité de diriger les États-Unis, malgré qu'il est là. Oui, ce sont des signes aussi qui montrent des nations en déclin. Quand vous regardez l'Amérique de Reagan, l'Amérique de Lincoln, de Jefferson, cette Amérique-là est dirigée par un monsieur qui a des problèmes mentaux. Et c'est pas quelque chose heureusement qu'il va quitter la Maison-Blanche dans moins de 4 mois maintenant. Hein, oui, il va quitter la Maison-Blanche. Il veut faire plus de mal encore. Il veut faire plus de dégâts avant de s'en aller. Aujourd'hui, la France, d'ici, je pense, peut-être 5 ans, c'est même beaucoup, deviendra comme un pays, il deviendra comme la Grèce. La France? Oui. Comment ça? C'est tombé, là. Macron, c'est tombé, la France. C'est tombé. Tout ce qui se passe là, c'est la farce maintenant. Ils veulent encore retourner en Afrique. Parce que dans le message de cet avocat-là, il faut faire peur maintenant aux chefs d'État africains, parce qu'ils sont forts, pour dire non, si tu joues, on va te faire sauter, si tu joues. Ils ont déjà perdu cette force-là. Mais est-ce que le peuple africain comprend un peu ça? Est-ce que ce peuple se prend en charge? Est-ce que, jusque-là, avez-vous l'impression que les Africains décident de ne plus être sous les dictats des Occidentaux? Peut-être la jeunesse africaine commence à comprendre certaines choses. Mais les dirigeants africains ont besoin de l'Occident pour se maintenir au pouvoir, malheureusement. Contre la volonté du peuple. Contre la volonté du peuple. C'est là le problème. Ça veut dire qu'ils se mettent dans une gabegie financière, ils pillent les ressources et ils laissent la population dans la pauvreté et ils tendent la main à l'Occident pour qu'on les voit comme bons élèves, qu'on parle d'eux, qu'on écrive à propos d'eux sur RFI, Paris Match, ceci, cela. Et ça, c'est ce qui le satisfait. Mais en réalité, la jeunesse africaine n'en veut plus. Ils veulent plus de ces Français-là, de ces Américains-là. On voit ça au Burkina Faso, on voit ça au Niger, on voit ça au niveau du Mali. Mais les autres, non, ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais si tu veux te maintenir au pouvoir, arrange quand même le quotidien de ta population. C'est tout ce que l'Africain ne demande pas trop. Il ne demande pas beaucoup à ses dirigeants. Arrange notre quotidien, c'est tout. Mais tellement que l'homme noir est méchant, il ne veut pas même arranger ce quotidien-là. Alors, Révérend Paul Mukendi, on parle de ces scandales qui a choqué beaucoup d'Africains et même d'autres citoyens du monde libres et pris de paix. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, la RDC est candidate pour occuper un siège au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces institutions-là, dirigées par les Occidentaux, qui peuvent imposer leurs lois, et champion d'honneur des leçons en démocratie, en respect des droits de l'homme, la RDC va siéger dans cette institution-là, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais au niveau interne, on voit les Congolais s'opposer à la candidature de leur pays parce que le régime Tshisekedi aujourd'hui est un régime dictatorial, un régime répressif, un régime qui arrête les opposants, qui marche sur les libertés des citoyens. Comment trouvez-vous ce comportement de ces Congolais? Ont-ils finalement raison de combattre leur pays au niveau international comme ils le font aujourd'hui? S'ils combattent la candidature de la RDC en disant que nous ne voulons plus faire partie de ces organisations parce qu'ils se moquent de nous, nous sommes membres de l'ONU, mais on a été agressés, on n'a pas vu des sanctions, on n'a rien vu, et je leur donnerai raison. S'ils décidaient de quitter aujourd'hui la CPI, moi, je serais partant. S'ils décidaient de faire partie du BRICS, de quitter les autres organisations qui sont dirigées par les Américains, les Français et les Anglais, ainsi de suite, moi, je leur donnerai raison. Mais si
on refuse la candidature, soi-disant que le régime Tshisekedi, c'est un régime dictatorial. C'est une farce. Ah bon? C'est vraiment une farce. Avec tout ce qui se passe ici? Il n'y a jamais eu meilleur président depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi est le meilleur président de tous les présidents. Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Kabila fils, 4 présidents qu'on a eus jusqu'à présent. Et Félix Tshisekedi est le 5e. C'est le meilleur président. Le meilleur en quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Les opposants dénoncent un certain nombre de choses aujourd'hui. Ils dénoncent même la dictature. Il y a des opposants qui sont arrêtés. Vous avez même suivi les scandales qui fait polémique dans notre pays, de Jacques Ndala qui a été même violé dans les locaux de l'ANER. Ce sont des scandales incroyables. Comment vous pouvez dire que le régime Tshisekedi ou le président Tshisekedi est le meilleur? Il ne faut pas d'abord affirmer qu'il a été violé, parce que pour moi, je ne peux pas croire que ça se passe en RDC. Ah bon? Oui. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Hein, la victime a dénoncé. Oui, mais c'est venu après, parce qu'on a vu qu'il y a des échanges. Ils s'insultent sur les réseaux sociaux. Ils blaguent entre eux sur les réseaux sociaux. Ils se diminuent, ils se descendent sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas vu un monsieur arrêté et le lendemain venir dire, regardez ce qui s'est passé dans les locaux de l'ANER. Est-ce que les employés de l'État de l'ANER sont-ils homosexuels pour aller faire ça sur un homme? Ce sont des accusations très très graves. Très graves. Pour moi, je ne crois pas que cette histoire ait eu lieu et existé. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. La dame a même avoué. Non. Et l'auteur a avoué. Il est allé même porter plainte. Jacques Ndala est allé porter plainte. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses. Et nous connaissons toutes ces personnes-là qui passent tout le temps à insulter. La dame, elle passe tout son temps aussi à parler, à faire du clash et ainsi de suite. Est-ce qu'elle l'a dit pour tout simplement animer la galerie et essayer de descendre l'autre? Je ne le sais pas. Et lui-même, le concerné, lorsqu'il a voulu répondre, il a répondu pas des injures, pas des insultes. Et ce n'est que quelques jours après qu'il revient pour dire « oui, effectivement, j'ai connu cette histoire-là » et ainsi de suite. Bon, écoutez, je pense qu'à l'ANER, il y a des caméras, il y a des vidéos, on doit peut-être les sortir. Il y a des gens qui ont été ce jour-là, qui avaient travaillé, qu'on nous dise qui avaient travaillé, et qu'ils puissent citer aussi ces bourreaux. Qui sont-ils? Et je ne pense pas que sous Tshisekedi... Est-ce qu'il aura la facilité de se rappeler même de la date et tout ça? Parce qu'il a dit qu'il était attaché, il était vraiment ligoté, et voilà. On l'a forcé, il a été violé. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. C'est facile de raconter. J'ai vu, moi, des gros menteurs qui peuvent mentir sur le viol, tout ça, ainsi de suite. J'ai été victime de ces histoires-là, des gros menteurs. Et là, cette fois-ci, c'est toute une république qui est salie. Qui est salie. Si c'est vrai, ce sont des crimes très, très graves. Et les coupables doivent être punis. Mais de mon point de vue, si je regarde la chose, comment elle se déroule sous nos yeux, je me dis, il doit y avoir une récupération politique. Comment ça? Est-ce que vous pensez qu'un père de famille, un gars connu dans ce pays comme Jacques Ndala, peut quand même avouer des choses aussi honteuses comme ça publiquement, l'homme de Dieu? Oui, mais politiquement, tous les coups sont permis. Hein? Parce que pourquoi il a répliqué en injuriant? Lorsqu'on l'a insulté, on me dit qu'il a répliqué, il a injurié aussi, il a parlé. Ce n'est que quelques jours après que tu reviens maintenant pour dire, oui, effectivement, ça s'est passé comme ça. Non, mais écoutez, quelque chose ne marche pas là. Quelque chose m'échappe, quelque chose ne marche pas. Mais s'il a vécu de telles choses, je pense que c'est malheureux ce qui lui est arrivé. Et les coupables doivent payer de leurs crimes. Mais du moins, de mon point de vue, de la façon, on va voir comment est-ce que ça va se dérouler, parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire. De mon point de vue, je ne pense pas que sous le régime Tshisekedi, une chose pareille peut se produire. Non, mais il y a ceux qui ont dit que tout cela s'est fait, même Jacques Ndala, je crois aussi,
tout cela s'est fait avec la bénédiction du président Tshisekedi. Il s'est contenté de telles images, de tels traitements de ceux qui étaient à la mer. C'est là qu'on peut aller trop loin. Le président Tshisekedi, d'ailleurs, il est trop large. Je pense que le président est même plus démocrate que même les pays démocratiques. Les gens peuvent insulter le président Tshisekedi, il n'est même pas là-bas. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a à voir avec Jacques Ndal? Donc on se dise un peu la vérité. Tous les jours ici, Moïse Katumbi fait l'apologie du tribalisme. Est-ce qu'il est inquiété? Il a été arrêté? Non. Il n'a pas été arrêté. Pas plus qu'hier, il a même dit que non, si Mazembe n'a pas reçu l'argent, c'est parce que tout simplement, Mazembe est une équipe katangaise. Donc ça veut dire que Mazembe est devenu une affaire de tribu, une affaire de province. Ce n'est plus une équipe comme Motema Pembe ou Vita. Vita. Si Vita ne reçoit pas l'argent, Vita va dire quoi? C'est parce que je suis de telle tribu ou ceci. Donc Mazembe aujourd'hui a une tribu. Ça veut dire que c'est des gens comme ça. Ça, c'est l'apologie du tribalisme. Oui, lorsque Moïse Katumbi dénonce le fait que ça fait maintenant plusieurs années que son équipe n'a pas bénéficié de l'aide de l'État congolais. Ça, c'est une vérité. Hein? Mais est-ce que c'est parce que Mazembe est au Katanga? Donc ça veut dire que Mazembe, aujourd'hui, Mazembe, c'est une équipe qui est du Katanga. Il n'y a pas d'autres équipes au Katanga. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre le sport et le tribalisme, le mettre ensemble? Pourquoi? Il peut y avoir votre aussi équipe, Lupopo et les autres. Le problème, tu peux avoir des problèmes politiques. Est-ce que Lupopo a bénéficié de l'aide de l'État? Je ne sais pas. Ça, moi, je ne sais pas. Même si Lupopo a bénéficié de l'aide de l'État et que Mazembe n'a pas bénéficié de l'aide de l'État, ok, s'il y a un problème politique, par exemple, est-ce qu'il faut assimiler ça au tribalisme? Non. Mais lui n'a pas parlé de tribalisme. Oui, mais c'est ça, c'est le tribalisme. Il l'a dit d'une manière qui est beaucoup plus voilée. Il dit, si je m'appelais Katumba, cela n'allait pas arriver. C'est parce que tout simplement, on est au Katanga. Il a voulu, donc c'est des pensées séparatistes, c'est chercher la victimisation parce que je suis Katangais, c'est à cause... Mais écoutez, qui a été ministre du sport? C'était Kaboulou Mona Kaboulou. Et avant Kaboulou Mona Kaboulou, c'était qui encore? Serge Condé. Ouais, mais est-ce que lui, Kaboulou Mona Kaboulou, il est de quelle province? Alors, vous savez, tout ça, il faut entretenir le côté tribal. Ils sont en train de l'entretenir. Si moi, j'étais le président Tshisekedi, il serait interpellé. Ah bon? Ah oui, il serait interpellé. Pour avoir fait une simple déclaration comme ça? Ce n'est pas une simple déclaration, c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons même à l'Assemblée nationale, on a des gens qui ont été votés là-bas à l'Assemblée nationale, qui ont fait l'apologie du tribalisme. Mais aujourd'hui, au Congo, ok, pourquoi Serge Koutini, Kikouni plutôt, a été, lui, appréhendé? Mais ils sont nombreux. Ceux qui fustigent juste un seul peuple. Si quelqu'un sort là-bas, il fait sa bêtise, qu'on le condamne lui, mais qu'on ne condamne pas toute une tribu à cause d'un individu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le spectacle même que les Kassaïens en question offrent à la nation, des insultes? Aujourd'hui, Paul Mukendi, on va revenir à ce qu'on est en train de dire sur le régime Tshisekedi. Regardez ce qui se passe. Vous allez me permettre quand même de citer les noms, les scandales que l'on voit aujourd'hui. Vous avez une TikTokeuse là qui a été arrêtée, Marie Ntumba, je cite son nom, qui est en conflit avec Israël Mutombo. Vous avez Denise Mukendi qui a été arrêtée, qui est en conflit avec Jacques Ndala. Vous avez Pero Louara de l'autre côté, avec la dame là, Bibi Kapinga. Vous avez l'autre là, dinosaure, qui est aux États-Unis. Ce sont toujours les Kassaïens qui s'insultent, qui font la honte. Qui font la honte. Vous tolérez ça? Ok. Est-ce que c'est pas du tribalisme, ça? Moi, je ne peux pas parler d'eux en termes de Kassaïens. Ils sont citoyens congolais. Ils pouvaient être Mungala, ils pouvaient être Moussouaïli, ils pouvaient être Katangais, mais malheureusement, ils sont Kassaïens. Qu'est-ce que ça a à voir avec la tribu? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Kassaïens? Ils n'engagent pas tous les Kassaïens, ils n'engagent pas tous les Balouba? Non. Si, par exemple, vous avez un monsieur comme, par exemple, si c'est Louara, dont vous avez cité là-bas, il a toujours été journaliste, il a toujours fait des histoires. S'il a un problème mental, s'il a un problème de ceci, est-ce que vous voulez mettre ça sous toute une tribu? Ça n'a rien à voir avec une tribu. Est-ce que ça n'a jamais existé? Un problème mental, ça quand même, c'est un peu fort ce que vous dites. S'il a un problème mental. Tous ces gens-là qui... Oui, il doit avoir un problème mental. Je ne pense pas qu'il doit être correct, ce monsieur-là. Non, il ne peut pas être correct.
Non, mais comment... Non, non, non. Moi-même, il m'a insulté, les gens, il insulte tout le monde, tout ça. Et je pense qu'il y avait le papa Moukouna qui avait dit qu'il était là pour lui faire... Oui, l'évêque Moukouna, pour lui faire quand même une délivrance, parce qu'il avait un problème, je ne sais pas... de l'épilepsie, hein, c'est ce que l'évêque Moukouna avait dit à l'époque. Alors, mais il s'est permis de l'insulter. Il a insulté tout le monde. Regardez le langage qu'il utilise contre le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a toute sa tête et qui est normal? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'il le fait au nom de tous les Kassaïens? Non, je ne le pense pas. Il est congolais. C'est un citoyen. Mais tous les gens qui insultent sur les gens sur les réseaux sociaux, vous les avez tous oubliés. Est-ce qu'ils sont tous seulement Kassaïens? Les Boketchou et les autres. Ils sont tous seulement Kassaïens. Pourquoi est-ce que quand c'est un Kassaïen, ça devient l'affaire du siècle? C'est la tribu. Mais quand les autres là insultent, ils font pire. Là, on n'en parle pas. Là, ça n'engage pas la tribu. Quand c'est un Kassaïen, ça n'engage maintenant la tribu. Non, on est tous Congolais. Qu'on arrête de dire c'est parce que tel est Kassaïen, tel est ceci. Non. Est-ce que ça ne fait pas quand même la honte lorsque vous voyez ces choses-là, vous entendez des insanités? Ça ne fait pas la honte, ces Kassaïens? Quel est le message que vous faites lancer à tous ces Kassaïens-là qui ne sont là que pour insulter? Ça fait la honte pour le Congo. Ça fait la honte pour tout Congolais, pour notre pays. Mais moi, je ne dirais pas que ça fait la honte pour les Kassaïens. Ça n'engage en rien les Kassaïens. Non. Parce qu'il y a des gens qui insultent les autres tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas Kassaïens. Ils ne le sont pas. Mais ils ont fait pire pendant des années. Les Boketchou, surtout Boketchou. Pendant des années, ils insultent alors des injures terribles. Ils sont devenus même professionnels dans le domaine. Il y en a qui se font même payer pour diminuer les autres. Mais pourquoi eux, on n'a jamais parlé de leur tribu? Pourquoi on n'a jamais parlé de leurs origines? Pourquoi quand c'est un Kassaïen, automatiquement, il est du Kasaï, et c'est un Kassaïen, c'est ceci? Non. Si c'est eux, on parle en termes, ils sont Congolais. Mais si c'est un Kassaïen, non, ça devient une affaire de la tribu. Parce que c'est connu aussi que les Kassaïens ont l'injure facile, hein? Ça aussi c'est connu comme ça. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas propre seulement aux Kassaïens, mais je ne pense pas. Est-ce que vous savez qu'à Lubumbashi, par exemple, le Katanga a l'injure facile? À Lubumbashi? Le Katanga a l'injure facile. C'est lui qui insulte. Vous êtes né au Katanga, apparemment. Je suis né au Katanga. Ah bon? Nguza Karlibon, c'est lui qui peut arriver là-bas, paf, il peut t'insulter facilement. Baba Kyungu, il peut facilement injurier. Moïse Katumbi peut facilement injurier. Ce n'est pas propre au Kassaïen. Les politiciens... Ah ben Moïse Katumbi n'insulte pas. Hein. En tout cas, Moïse Katumbi... Tu as déjà écouté des affaires de Moïse Katumbi en Swahili, ainsi de suite. Mais non. Écoutez, c'est propre au Katanga... avoir l'injure un peu facile et puis après, sinon, terrosser même un peu, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec rien que juste un peuple. C'est un problème d'éducation, en fait, selon vous? Oui, c'est un problème d'éducation. Mais ici, je ne veux pas dire que les politiciens katangais sont mal éduqués. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de la récupération. Par rapport à la question que vous avez posée, que j'ai pu répondre. Mais en disant que ce n'est pas propre seulement aux Kassaïens. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il est Kassaïen, ça devient les Kassaïens là, les Kassaïens là, et Moulou-Bawana. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils sont Congolais. Alors, un régime dictatorial, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, les opposants pensent que la RDC ne peut pas être... membres siéger au Conseil des droits de l'homme. Quels sont les opposants d'abord dans ce pays qui ont été malmenés? Quels sont les opposants qui ont été malmenés sous le régime Tshisekedi? Mike Moukéba, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, la liste est très longue. Daniel Safou, la liste est très longue. Non, écoutez, Chéribé Okende assassiné. Daniel Safou parle qu'on aille tuer les Balouba, qu'on aille malmener les Kassaïens. Et vous voulez les laisser? Vous voulez le laisser faire? Franchement. Et lorsque quelqu'un tient des discours comme ça, on dit quoi? Non, s'il est arrêté, c'est parce qu'on est sous un régime dictatorial. Ça veut dire qu'il fallait que les gens quittent leur maison et attaquent tous les Kassaïens qui existent à la ville de Kinshasa ou dans les autres provinces, ça serait correct. Il était appuyé par Mak Moukeba qui était à ses côtés. Bon, écoutez, si la personne est appréhendée, il n'a qu'à se justifier devant la justice. C'est tout. On ne devient pas opposant lorsqu'on a brisé la loi, on n'a pas respecté les lois de son pays, on s'est fait arrêter, automatiquement, on devient opposant. Les discours qu'a tenu Seth Kikouni, est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas du tout correct. Alors, moi, je ne pense pas que ce sont des opposants. Martin Fayulu est opposant. Pourquoi il n'est pas inquiété? Mouzitou, Adolphe, il est opposant. Il n'est pas inquiété. Il y a beaucoup d'opposants qu'on peut citer aujourd'hui.
Moïse Katumbi est là. Il a même insulté les gens, il les a appelés talibans. Il est là, il a été candidat, même à l'élection présidentielle, s'il vous plaît. Mais ils n'ont jamais été malmenés. Mais les autres, il y a des délinquants. Quand quelqu'un est délinquant, il se fait passer pour être un opposant. Non, ça nous refusons. Moi, je refuse. Donc, on n'est pas dans un régime dictatorial ici? Non, non. Les gens sont libres, les journalistes sont libres. Les gens sont libres ici, sous le régime Tshisekedi. Jamais les Congolais n'ont été libres. Ah bon? Jamais les Congolais n'ont été libres. Pas plus qu'hier, vous étiez sous le régime Kabila ici. Qui pouvait parler dans ce pays ici? Qui pouvait parler? Aujourd'hui, les Congolais sont libres. C'est de la mauvaise foi. Dire que Tshisekedi est un dictateur, c'est de la mauvaise foi. C'est même un discours, même en Occident, partout, personne ne peut accepter ça. Non, mais vous dites que personne ne peut accepter ça. Aujourd'hui, les opposants démontrent que Tshisekedi viole la Constitution. Il ne respecte pas, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et il veut même changer la Constitution. Vous, vous êtes d'accord avec ça? Oui, quelqu'un qui a fait, qui doit arriver d'ici là au fin mandat, pour le deuxième mandat, il doit changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir? Non, Charles Leclerc, il n'arrive pas en fin mandat maintenant. Il n'a même pas encore fait une année de son second mandat. Non, mais ça, c'est le dernier mandat constitutionnel. Le deuxième, le dernier. Oui, ça c'est le dernier mandat selon la nouvelle constitution et selon l'ancienne constitution. La nouvelle va sortir. Selon la constitution en vigueur, pas l'ancienne, c'est la constitution en vigueur. Ok, bah, quel que soit ce qu'on veut, selon la constitution en vigueur. Mais en réalité, c'est une constitution de l'étranger. Ça ne nous ressemble pas, ça ne nous représente pas. Nous avons besoin d'une constitution que nos constitutionnalistes vont faire, qui représente le peuple congolais, avec nos réalités. Et nous ne voulons plus qu'un étranger prenne le pouvoir chez nous. Ça va s'arrêter, cette histoire-là d'un étranger, on ne connaît pas, et tu viens d'où, tu es un blanc, tu vas être, je ne sais pas, président au Congo, tu es un étranger, tu veux devenir... Ça va s'arrêter, on veut une constitution qui est propre pour les citoyens congolais. Non, mais en quoi cette constitution ici n'est pas propre aux réalités congolaises, étant donné qu'elle a été même soumise au référendum en décembre 2005 et votée par les Congolais? Comment c'est avec cette constitution que Tshisekedi est arrivé au pouvoir qu'il exerce le pouvoir jusqu'aujourd'hui? Comment aujourd'hui on peut dire que c'est une constitution de l'étranger? On a été infiltré, vraiment infiltré. Voilà pourquoi cette constitution est passée. D'abord, elle est lourde, la constitution. On peut faire 6 mois sans gouvernement, on peut passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à amender. Pourquoi les gens veulent seulement voir que le président Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à changer. Pourquoi on peut prêter les intentions au président pendant qu'il n'a rien dit de tel? Il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans les constitutions. Il faudrait mettre l'affaire des pères et des mères dans notre constitution. Ah bon? Oui. Il faut être congolais des pères et des mères. Nous devons verrouiller cette affaire-là. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons mettre dans notre constitution. Sans gêne, sans honte. C'est notre pays. Non, mais vous ne voyez pas que cela peut encore provoquer beaucoup d'autres crises, alors qu'aujourd'hui, vous avez les Martin Fayoulou et les autres qui sont même aux États-Unis pour faire des conférences là-bas et alerter le monde sur le fait que le président Tshisekedi fait changer la Constitution et chercher aussi la cohésion nationale avec les autres Congolais. Vous avez les opposants ici qui sont vent debout contre cette initiative-là du changement de la Constitution. C'est ce que nous ne voulons pas, aller chercher le pouvoir à l'extérieur. Ils sont encore à l'extérieur. Chercher du lobbyiste à l'extérieur, tout ça. Les lobbies vont venir ici encore chercher, s'aimer du trouble. Or, les opposants, quand on parle des opposants au Congo, qui sont-ils? Le président Tshisekedi a fait presque 75% aux élections passées, des voix. On l'a voté en masse. Les grands ténors sont dans l'union sacrée. Alors, on a des gens qui ont fait combien de pourcents? Je pense que Martin Fayoulou a fait combien de pourcents? C'est 4 ou... oui, 4% qu'il a fait aux élections passées. Moïse Katumbi en a fait combien? C'est 8 ou c'est 10 qu'il a fait. Mais la majeure partie des gens est derrière son président, parce qu'on a des grands leaders qui sont là, qui sont tous à l'union sacrée. La majorité, la démocratie, c'est la voix de la majorité. Ce n'est pas seulement l'opposition. La majeure partie de la population veut changer cette constitution-là. Et nous allons la changer. Ah bon? Qu'ils appellent Sarkozy, qu'ils appellent Macron, qu'ils appellent Biden, ils peuvent appeler qui qu'ils veulent, mais cette constitution sera changée. Nous voulons notre constitution.
On ne veut pas une constitution où c'est écrit noir sur blanc que nous pouvons céder une partie de notre territoire aux étrangers et ainsi de suite. Nous refusons ce genre de constitution. Nous voulons faire une constitution qui va garantir l'intégrité territoriale de notre pays et qui va nous donner notre fierté et qui fera en sorte que l'appareil de l'État puisse fonctionner aussi rapidement. Alors, révérend Paul Mukendi, autre sujet, c'est ce sommet de l'église des réveils qui va se tenir le 12 octobre ici à Kinshasa. Suivons d'abord cet élément. L'apôtre Paul Mutombo Kalombo a eu un échange avec le président de l'église du réveil, l'archevêque Ejiba Yamampia. Nous suivons d'abord cet élément et puis nous allons nous retrouver sur ce plateau. Nous parlons du sommet de l'unité et que cela concerne tous les mouvements de réveil et nous disons l'église de réveil. Voilà pourquoi il nous dit sa pensée sur l'unité et l'invitation à tous pour le rendez-vous du 12 octobre. Christ qui a fondé l'église, il nous a exigé l'unité dans Jean 17. Et je veux qu'il soit un. Malheureusement, ce texte a été très mal interprété. Les gens se sont appropriés les textes qui ne les concernaient pas. C'est à nous, premièrement, que nous devions comprendre le sens de l'unité. L'Église a grandement besoin de l'unité. Quand je parle de l'Église, le mouvement de réveil dans son ensemble. Donc, le mouvement de réveil, l'Église multiple. Que nous soyons des églises indépendantes, des renouveaux charismatiques. Ce sont des étiquettes. Pensons au moins au début de notre foi. Cela n'existait pas. Moi, je me rappelle quand on allait assister aux croisades au pont Kassavou, là où se trouve le stade des martyrs. On se retrouvait tous ensemble. Là. On ne posait pas la question, tu appartiens à quelle église? Les seuls soucis étaient, tu nais de nouveau. Et cette joie-là qu'on communiquait, qui a favorisé l'éclosion de ce qu'on appelle aujourd'hui les réveils, je pense que l'esprit du commencement est très important. Et le passé est bon parce qu'il lègue pour l'avenir. Aujourd'hui, l'Église a pris conscience de l'importance de l'unité et de la maturité. Ce qui nous unit, c'est le sang de Christ. C'est ce que Christ a fait à la croix et la puissance de la résurrection pour nous justifier en lui. C'est les fondamentaux qui doivent militer en faveur de la communion de l'Église. Je nous invite tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons lancé ces ballons d'essai. Je nous invite de saisir ces ballons au bon. Nous allons nous retrouver les 12 à Hilton dans un grand sommet de l'unité et de la fraternité. Parce qu'il faut commencer quelque chose quelque part. Personne ne peut être d'accord, personne ne peut être silencieux, avoir l'état dans lequel l'Église, chacun dans son coin et autres. Et pourtant, si nous mettons les dons, les grâces que Dieu nous a mis ensemble, nous sommes plus puissants encore. Ça, l'ennemi le sait. Et il a beaucoup travaillé à nous diviser. Maintenant, Christ travaille à nous mettre ensemble. Il est écrit dans Sophonie qu'il arrivera un temps où le sommet de la montagne de l'Éternel sera au plus haut des autres sommets de montagne. Quand l'Église travaille dans le sens de l'unité, elle lance aussi un appel aux politiques, au social, au culturel. Ce pays a plus que jamais besoin d'une cohésion nationale, avec tous les défis dont nous avons besoin. C'est ici que nous interpellons les politiques et les sociales de notre nation, de bannir les termes de tribalisme, d'essayer de diviser les gens. On ne peut pas voir seulement que comme fonds de commerce politique, comme projet de société, une haine tribale. Et je pense que ces choses-là dépasseront plus. Comme l'Église prend ses responsabilités, nous voulons aussi prier pour que les politiques prennent aussi les siennes. Que Dieu vous bénisse. Alors, révérend Paul Mukendi, sommet de l'église des réveils, vous venez de suivre l'apôtre Paul Mutombo Kalombo qui a reçu l'archevêque Ejiba. Ils ont parlé autour de ça. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, il est vraiment plus que temps que
toute l'église, tous les pasteurs de l'église des réveils, venant des 4 coins du pays, se retrouvent pour finalement chercher l'unité de cette église? Bon, je pense que ça a toujours été une bonne démarche. Moi, c'est maintenant que je viens d'écouter, de suivre. Je ne suis même pas au courant. Je n'ai pas été intéressé ni de près ni de loin. Je viens de le voir là. C'est une démarche qui n'est pas mauvaise. On peut toujours, les gens peuvent toujours chercher à mettre ensemble. La Bible dit, sur le point où nous sommes, marchons de même pas. Même si quelqu'un de notre avis, le Seigneur va l'éclairer plus tard. C'est quand même une bonne démarche. Sauf qui ne sera pas facile. Ah, qui ne sera pas facile, vous le dites effectivement, parce que tous les pasteurs qui se disent du mouvement des réveils ne sont pas dans l'église des réveils. Il y a ceux qui ont créé d'autres plateformes parallèles. Qu'est-ce qui peut être fait pour que tous ces pasteurs-là, il y a d'autres qui étaient même, qui dirigeaient l'église des réveils, aujourd'hui qui ont créé des plateformes parallèles? Comment faire pour réunir tous ces mondes-là? Bon, c'est tout simplement cultiver l'amour, hein, et puis, parce que vous imaginez que je suis quand même Sastien à Kinshasa. D'abord, moi, je ne suis pas au courant. Mais c'est les 12. Aujourd'hui, il est encore plus temps. Non. Il est encore grand temps. Non. On en voit un peu partout. Donc, si quelque chose est partout, on doit savoir, les pasteurs doivent savoir, c'est pourquoi on se réunit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un sommet? C'est une conférence? Oui, un sommet. Sommet de l'église des réveils. Oui, il y a tout ça. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui ont leurs conflits. Et il ne faudrait pas qu'on amène les conflits des individus dans l'ensemble de tout. Même qu'on les amène là-bas pour trouver une solution une fois pour toutes. C'est pas mauvais aussi, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que on va contacter tout le monde pour dire, bon, toi, tu ne t'entends pas avec tel, ou bien ceci, tout ça? Moi, je trouve que c'est peut-être la bonne marche. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont organiser l'affaire, pour moi. Si c'est pour que les gens marchent dans cette unité-là, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien. Mais les démarches à suivre, ça, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas dans le secret. Mais vous êtes un peu hésitant. On voit aujourd'hui les spectacles au sein de l'Église, des pasteurs de l'Église des réveils ou du mouvement des réveils qui, aujourd'hui, font la honte de cette Église. Ils sont à la base des scandales. Ils dénoncent des choses à longueur de journée qui humilient l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de païens ne peuvent pas facilement croire aux pasteurs des églises des réveils parce qu'ils sont présentés comme étant des escrocs, comme étant des gens qui s'enrichissent sur la misère des fidèles qui viennent à l'église, comme étant des gens qui ont des vies cachées, qui sont dans la prostitution, qui font des faux miracles. C'est ça l'image du pasteur de l'église des réveils aujourd'hui en RDC. Mais là, je vous vois un peu hésitant. Vous ne pensez pas que ça peut être là une occasion pour que tout le monde vienne et que vous soyez quand même en mesure de vous mettre d'accord pour redorer l'image de cette église? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, est-ce que c'est un sommet de la réconciliation ou c'est un sommet où on parle de la doctrine? Est-ce que c'est un sommet où on est... On n'a pas de l'unité. On parle de l'éthique, parce que quand on parle de l'unité, c'est autre chose par rapport avec ce que vous venez de me demander comme question. Parce que ce n'est pas propre au Congo. L'apostasie n'est pas propre au Congo. Les Congolais aiment trop être dans les émotions. Ce n'est pas propre aux Congolais. Ah bon? Au Nigeria, là-bas, il y a des faux miracles. Les affaires des faux miracles, les pasteurs congolais, c'est d'ailleurs des petits joueurs. Ah bon? Au Nigeria, les Nigériens sont très loin dans ce domaine-là. Oh. Il y a même la location des aveugles, la location des boiteux, la location des sourds-muets. Au Nigeria? Au Nigeria. Donc, c'est terrible. Alors, les Congolais aiment trop dans les émotions, ils pensent que c'est juste au Congo. Non, aux États-Unis, l'apostasie n'est pas juste propre au Congo. Non, aux États-Unis, il y a des grands bandits aussi qui sont là. Ce n'est pas propre aux Congolais. Allez regarder les Ghanéens, allez regarder les Nigériens. Même au Ghana aussi? Au Ghana, pourquoi il y a beaucoup de prophètes au Ghana? Pourquoi il y a beaucoup de prophètes aussi au Nigeria? Il y a du vrai et il y a aussi des faux. C'est la même chose aussi au Congo. Il y a du vrai et il y a aussi du faux. Alors les Congolais aiment trop exagérer. Non, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est un phénomène, c'est l'apostasie. Là où il y a du vrai, il y a aussi du faux. On ne pourra vous pas trouvez ça normal? Mais écoutez, on ne pourrait pas empêcher ça. La seule chose, deux fois... On ne pourra pas empêcher ça? On ne peut pas empêcher ça. Comment ça? Il y a aussi une dimension de la pauvreté aussi. Il y a des gens qui sont pasteurs parce que tout simplement, ils n'ont pas de boulot.
Alors, la seule manière, c'est qu'il connaît diriger une équipe d'intercession. Allez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans un bureau quelque part en train de travailler, mais hier, ils étaient pasteurs. Ils étaient pasteurs. Mais comment vous dites qu'on ne pourra pas empêcher tout ça? Comment vous dites ça? C'est quand même grave. Oui, on ne pourrait pas empêcher, parce qu'il faut que l'apostasie arrive. À un moment donné, on ne peut pas empêcher ça. Donc c'est biblique? C'est biblique. Ah bon? Oui, c'est biblique. On ne pourrait pas empêcher ça. Tout le monde ne sera pas saint. Non. Mais nous pouvons limiter les dégâts. OK. Mais tout le monde ne sera pas saint. On ne peut pas prendre tout le monde, ainsi de suite. Les problèmes de l'Église, dans nos églises, par exemple, de réveil ou nos églises indépendantes, les gens peuvent parler. Mais dans l'Église catholique, les gens ne parlent pas. Les gens n'en parlent pas parce que dans l'Église catholique, c'est là qu'il y a plus de dégâts. C'est là-bas qu'il y a plus de dégâts, des dégâts. Si l'Église de réveil décidait aujourd'hui de légaliser l'homosexualité, mais ça serait quelque chose de terrible. Mais l'Église catholique l'a fait. L'Église catholique l'a fait. Donc ça veut dire que nous, c'est parce qu'on a les caméras, les gens sont libres de parler, quand bien même on peut faire ceci, ils sont libres de parler. Est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que l'Église ne peut pas se mettre, les leaders et les autres pasteurs ne peuvent pas se mettre dans une structure unique où il y aura des comités, des directeurs, des disciplines et tout ça pour sanctionner? Ça, c'est pas possible? Non, ça ne peut pas se faire? C'est pas possible. Ah bon? Ça, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment? Parce que si par exemple, aujourd'hui, j'ai le ministère Paul Mukendi, par exemple, c'est mon ministère, j'ai par exemple 50 ou 100 paroisses qui sont répandues, soit dans la ville, ou même 200 paroisses, partout, tout ça, ainsi de suite. Ils sont soumis aux autorités de leur église ou de leur ministère. Maintenant, si on commence, l'autre qui a construit son ministère, et toi qui as construit là-bas, l'autre veut venir chez toi, parce qu'il y a des jalousies, il y a des coups bas. Il y en a aussi. Dans l'église catholique, ils sont tous avec leur pape, ils ont des cardinaux et ils descendent. Ils sont tous catholiques. Ça, c'est l'ordre, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Aujourd'hui, par exemple, je peux dire, il y a tel ministère, ministère Alléluia, ou ministère Amen, ministère Jésus la parole. Ils ont leur organisation. Il y a, par exemple, PAF, un apôtre ou un surintendant qui chapeaute le ministère. Et on descend. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une affaire. Non, il y a des coups bas. Tu peux ne pas m'aimer et me faire quelque chose de pas gentil. Hein? Ah ouais, on est des humains. Donc vous dites que même dans d'autres pays où il y a des grandes églises évangéliques, il n'y a jamais de structure unique pour gérer les pasteurs? Allez aux États-Unis, il n'y en a pas. Soit tu es baptiste, tu peux être baptiste, comme par exemple le pasteur T.D. Jakes. Il a été baptiste. Il a quitté chez les baptistes. Aujourd'hui, il est indépendant. Il y a des gens, ils sont dans l'organisation comme baptistes. Comme par exemple, on a certaines personnes, ils sont là comme protestants. Ils sont dans leur organisation en tant que protestants. OK, ils sont des 30e communautés. Ils sont là dans les 30e communautés. Mais écoutez, si moi, l'autre a bâti son ministère, je vous donne seulement un exemple. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on met une organisation, qui peut quitter chez lui là-bas pour venir attaquer l'apôtre Léopold Mutombo, lui dit, aujourd'hui nous allons te suspendre? Qui? Juste un exemple. Non. C'est impossible. Nous pouvons avoir des cadres où on peut parler. Il y a l'éthique, par exemple, pour dire les églises indépendantes ou les églises de réveil sont là, ils peuvent se parler et ainsi de suite. Mais pas pour faire une organisation pour dire que là, on suspend l'autre, tu as ceci, non, ça peut pas. Là, vraiment, vous démontrez noir sur blanc que les désordres ne prendra jamais fin au sein de l'Église. Les désordres sur base de quoi? Les désordres sur base de quoi? Parce qu'un problème d'un individu, ça n'a rien à voir avec l'Église. Je donne un exemple. Non, un problème d'un pasteur qui s'est méconduit, ça n'a rien à voir avec l'Église. Non, ça existera toujours. Même l'Église catholique dont on est en train de vanter, mais il y a des dégâts là à l'Église catholique, même des cardinaux, ils sont là. Là où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. C'est parce que nous, on veut dramatiser des situations. Il y a une part de l'État et il y a une part de l'Église. Je donne par exemple, écoutez, aujourd'hui, par exemple, je prends seulement l'exemple de l'apôtre Léopold Mutombo. Il est là. Non, prenez un autre exemple. Non, laissez-moi donner un exemple. Okay. Il est là avec un grand ministère qu'il dirige. Il a en dessous de lui beaucoup des églises, des pasteurs. C'est à lui. Il veille sur les pasteurs qui sont dans son ministère.
Maintenant, parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée un monstre. Parce que demain, soit moi je ne serai pas là, ou l'apôtre ne sera pas là, ou tel ne sera pas là, comment les autres pourront évoluer? Tous ceux-là qui sont fils spirituels, par exemple, de l'apôtre Léopold Mutombo, il leur enseigne la parole de Dieu. Il fait des conférences, il fait de ceci, il leur enseigne comment servir l'Éternel. Maintenant, imaginez-vous, si quelqu'un d'autre a un pasteur, on ne sait pas comment il a commencé son ministère. On ne le sait pas. Est-ce qu'il a l'appel de Dieu? On ne le sait pas. Il a commencé son ministère, et puis ça pousse là, et ainsi de suite. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Alors, lui n'enseigne pas aux gens. Il n'est pas capable d'impacter la vie des gens. Mais vous n'allez pas prendre tout le monde maintenant. Et le ministère, comme je donnais l'exemple de l'apôtre Léopold Mutombo, qui est là, et l'autre qui est de l'autre côté, vous les mettez tous ensemble sur le même pied d'égalité. Mais non, ça ne marche pas. Moi, j'ai un appel authentique, j'ai enseigné mes enfants. Mais toi, tu es là, tu n'as pas un appel authentique et tu as influencé tes enfants dans le faux. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut jamais s'arrêter. Bon, alors, mais si les pasteurs eux-mêmes ne peuvent pas mettre de l'ordre, est-ce que n'allez-vous pas accuser demain l'État si l'État prenait en charge pour commencer à réglementer les choses, dresser une doctrine dans laquelle tout le monde voit, tous les pasteurs doivent s'y mettre? Pourquoi on veut dramatiser une situation à essayer seulement se rabattre sur les pasteurs? Pourquoi? Non, pour ce qui se passe d'abord dans le secteur de l'Église. Non, non. Oui, mais c'est ce que je dis. Pourquoi on veut dramatiser? Pour parler, parce qu'on parle du secteur de l'Église. On ne dramatise pas, on dénonce quand même ce qui se passe, que oui, vous reconnaissez parce aussi. Parce qu'il n'y a pas que les pasteurs. Il y a aussi dans l'Église catholique. Non. Il y a aussi... Moi, j'ai vu des vidéos où on a filmé des responsables kimbanguistes presque nus. Il y en a. Il y a des musulmans qui se battent tous les jours ici. C'est aussi la religion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui? C'est parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans les sensations. Il y a beaucoup de dégâts, oui. Il y a prolifération des églises, oui. Et ça va continuer comme ça? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a tellement d'églises? Avez-vous déjà été à Dallas? Sur une même avenue. Et c'est des méga églises, hein? Une église ici, une église ici, une église ici, une église ici, une église là-bas. C'est aux États-Unis. Les Congolais, c'est un peuple déiste, c'est un peuple qui aime Dieu, c'est un peuple qui aime prier. Il y a des nations, quand vous y entrez, les gens n'aiment pas aller à l'église. Les gens ne veulent pas prier. Mais pas le Congolais. Le Congolais aime prier. Ce n'est pas à cause de la pauvreté, Ce n'est pas du chômage, à cause de la pauvreté. Ce n'est pas à cause de la pauvreté. Déjà du temps du maréchal Mobutu, il en parle. Il en parle. Il fait un meeting populaire, il est en train de dire, mais je connais, il y a des gens, il a été collègue de, je ne sais pas, de l'école, et puis après, on me dit non, il est déjà devenu je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Alors, c'est une affaire d'abord culturelle. Il y a certaines choses, il faut comprendre. Maintenant, plus ça prend du volume, plus il y a aussi beaucoup plus d'aventures, d'aventuriers qui seront là-dedans. Mais comment alors mettre à côté ces aventures? Donc, il n'y a aucune solution alors à proposer, aucune. Ni la réunion des pasteurs, des pères ou bien des leaders religieux qui peuvent se mettre d'accord pour limiter les dégâts, pour empêcher aux aventuriers de salir leur image, ni l'État. Alors, on va mettre ça comment? Si ça dépendait de moi, c'est parce que c'est pourquoi je parlais des pasteurs Léopold Mutombo, les autres, qui sont les pères. Les pères doivent récupérer le flambeau. Et vous pensez que les rebelles là peuvent écouter les pères là? Les rebelles existeront toujours. Toujours. Mais ils peuvent récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Si les rebelles, nous sommes 1 million, vous êtes 100 000, alors nous ne sommes plus nombreux que vous. On va étouffer vos voix et nous allons avancer. Tu comprends là où se trouve le problème? Parce que le problème, c'est beaucoup plus l'église de réveil, ce n'est pas une affaire d'organigramme là. Non, c'est une notion de père. Je suis le père. Oui, ça veut dire que je peux avoir... Aujourd'hui, j'ai un ministère, écoutez, contesté, incontestable, partout, tout ça, ainsi de suite. Mais quand je vois, par exemple, l'apôtre Léopold Mutombo, je le vois, je dis, c'est mon père. Ça veut dire que ce respect-là, c'est ça les églises de réveil. Ça n'a rien à voir avec autre chose là-bas, parce que quand vous créez une structure, je peux sortir dedans. Vous pouvez sortir dans une structure? Je peux sortir dedans, ça ne m'arrange pas. Demain, je claque la porte. Je dis non. Vous continuez avec votre ministère. Oui, ça à faire ce que vous voulez. C'est ça le problème. Alors, il faut tout simplement ramener les gens à éviter d'abord, les conflits.
qui sont inutiles et que nos pères, si les pères pouvaient montrer cette unité, ça veut dire que la personne qui peut aimer tel et avec tel et tout ça, tel ramène les autres, tout le monde à la table et ainsi de suite. Parce que c'était une guerre d'influence. C'est tout simplement ça. Chacun voulait sa parcelle d'influence. Et là, ça engendrait un monstre. Tout le monde, maintenant, l'autre est là-bas, l'autre ceci, l'autre cela. C'est là beaucoup plus le problème. Parce que moi, je me dis, sommet de l'unité, oui, nous devons toujours tout faire pour marcher dans l'unité. Mais dans cette unité-là, ça ne va pas résoudre le problème. Non, ça va pas. Et ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'église des réveils ne viendront pas. Oui. Et les conflits vont continuer. Oui, ça va pas La division va continuer. Oui, ça ne va pas résoudre les problèmes. Parce qu'il y a des gens, il est bien avec tel, mais lui ne supporte pas l'autre. L'autre, il est bien avec tel, ça, c'est au milieu des hommes de Dieu, vraiment, qu'il y a des choses comme ça. Oui. Au milieu des hommes de Dieu. Oui, il faut pas dramatiser. Même dans la Bible dit, vous, les autres, les uns disent que je suis de Paul et les autres disent que je suis d'Apollos. Et Paul les reproche et dit, n'êtes-vous pas charnel en faisant des choses comme ça? Même au milieu des disciples, du vivant de Jésus-Christ, ils se disaient, qui est le plus grand parmi nous? Et ils étaient toujours en train de se disputer dans ce domaine-là. Là où il y a des humains, il y a beaucoup de choses. La seule chose, c'est qu'on s'est retrouvé avec des féticheurs qui se sont autoproclamés pasteurs. C'est là. Est-ce que vous ne voyez pas maintenant que... Parce qu'on voit beaucoup de musiciens, païens, des Koffi Olomide, même d'autres, qui ne croient pas aux pasteurs des églises, des réveils, à cause de ces histoires. N'ont-ils pas vraiment raison? Non, ils n'ont pas raison. Il y a des gens, c'est de la mauvaise foi. Il y a des gens, c'est par jalousie aussi. Parce que les pasteurs des églises de réveil, aujourd'hui, ils ont réussi. Avant, quand on voyageait, on était toujours assis là-bas dans les classes économiques. On ne voyait jamais un pasteur là-bas, aussi en business class, loin de jet privé, faire ceci. Aujourd'hui, quand ils voient ça, il y en a qui deviennent méchants. Ils deviennent jaloux. Pourquoi c'est comme ça? Or, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. Tout pasteur qui a aujourd'hui l'argent, c'est toujours, ah non, des voleurs. Des voleurs. Non, ils ne sont pas voleurs, ils ont travaillé. Mais malheureusement, il y a des aventuriers, il y a des charlatans qui se sont improvisés aussi, pasteurs, et ils sont entrés dans la bergerie. Et on n'y peut rien. Ça n'a rien à voir avec l'État ou ceci. Jésus-Christ avait déjà parlé de ça, hein? Oui. Oui, donc voilà pourquoi ça ne prendra jamais fin. Hein? Non, prendre fin, ça ne prendra pas fin. Prendre fin, ça ne prendra pas fin. C'est parce que dans l'église catholique, on étouffe. Nous, on n'étouffe pas. Dans l'église catholique, on étouffe le scandale. Nous, on n'étouffe pas. Non, mais c'est connu. Dans l'église catholique, les scandales de l'église catholique sont connus. Hein, mais tu vas voir les gens insulter le pasteur, mais parler bien des prêtres. Ah, nous allons quitter vos églises, nous allons retourner à l'église catholique. Et tout ça. Mais pourtant, là-bas, c'est l'enfer. Là-bas, c'est l'enfer. Nous, quand même, chez nous, c'est le paradis. On se dise quand même la vérité. Mais oui. Avec tout ce qu'il y a comme scandale là, c'est ça le paradis. Non, c'est pas comparé. Manipulation, mensonge, tout ça, c'est ça le paradis là. Manipulation, mensonge, sur base de quoi? Mais en tout cas, l'église catholique, il y a l'homosexualité. Il y a des gens, toutes ces histoires-là dont on parle ici, dont les autres ont dit, soi-disant qu'ils ont été victimes dans les bureaux de ceci, cela, à l'église catholique, c'est là-bas. Des petits enfants qui ont été abusés. La pédophilie. Ça, la pédophilie. Le scandale de la pédophilie. Oui, mais c'est là-bas, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais on n'en parle pas parce que c'est étouffé. Mais tandis que dans nos églises, rien n'est étouffé. Si quelqu'un n'est pas content, il parle. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi. Ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Chaque fois que vous acceptez de répondre à notre invitation, c'est la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, votre chaîne. Partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les débats congolais, mais aussi les peuples gagnent. Merci.